violence. Moi, ma belle-mère à Landarigny, elle parlait couramment fond pour nous, gallois à Kélé. Couramment, sans accent. Pourquoi c'est aujourd'hui que le tribalisme est si exacerbé? Mais parce que c'est une construction qui a pour but de nous amener à la division. Et je vais finir avec cet exemple. Ceux qui lisent la lettre du continent. Quand la lettre du continent est écrite sur les hommes politiques en français, elle vous rappelle que tel est breton, tel est corse, tel est occitan. Mais quand elle a écrit sur le Gabon, elle vous dira, Barreau Champelier, le Mienais, est en train de se concerter avec les Mienais, souvent dans le débit, Jean Ayron dans le fond, parce que, comme disait Charles Bas ce matin, ils veulent nous enfermer dans les luttes tribales. D'où est venu le génocide rwandais? Parce que les Belges et les Français ont fait croire aux Tutsis qu'ils étaient meilleurs que les Hutus. Des deux côtés. Au Rwanda, les Tutsis étaient meilleurs que les Hutus, et au Burundi, les Hutus étaient, voilà, pareil. C'est de là qu'est venu le génocide du Rwanda, hein. C'est pas venu d'ailleurs. Et ils sont en train de travailler ça. Au Bénin, Patrice Talon a pris le pouvoir. Il est en train de faire reculer le Bénin pour en faire à nouveau une dictature. Et quand Yahi Boni s'énerve, dépêche de l'AFP, conflit au Bénin entre Patrice Talon et son prédécesseur. Un nordiste, un sudiste. Il faut toujours présenter les conflits en Afrique comme des conflits tribaux, comme des luttes de personnes, mais pas comme des combats autour de valeurs démocratiques. Et c'est là maintenant qu'ils veulent nous enfermer. Et je dis aux Gabonais, faites attention. Pierre, tu as parlé de l'organisme de la paix de l'Union européenne. Là. On les a rencontrés. Ils sont en train de rédiger un rapport dans lequel ils disent que le Gabon est au bord de la guerre civile parce que les autres ethnies vont se révolter contre les femmes. Et moi, je leur ai dit, c'est un gros mensonge. Mais ça s'appelle la fabrique du consentement. Il nous dit, il lâche ça comme ça, petit à petit, et nous on intègre ça. On commence à s'enfermer. Moi je suis pas, moi je suis ménée, moi je suis ceci. Et puis pendant ce temps, on va susciter une autre guerre et la dictature, elle sera toujours là. Et après on vous dira, comme au Tchad, on ne peut pas changer de président parce que les Bongos finalement sont les garants de la stabilité. Idriss Déby est le garant de la stabilité dans la zone, il lutte contre le terrorisme. Voilà ce qu'ils sont en train de nous préparer au Gabon. Ils veulent emmener notre lutte vers une lutte tribale. Et vous allez voir que les hommes politiques qui sont là-bas, beaucoup vont commencer à se regrouper par ethnie, ne sachant pas, ne voyant pas clair la manipulation qui est derrière. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut nous diviser. Parce que le jour où nous allons nous assembler autour de ce que nous voulons voir le Gabon être un meilleur pays, personne ne pourra nous résister. Et c'est pour ça qu'il est important d'œuvrer à cette mobilisation citoyenne. Ça, on a l'impression que ça prend du temps, mais je vous assure, c'est la voie par excellence. Mobiliser nos citoyens pour qu'ensemble, nous puissions nous lever contre toutes ces choses que l'on a voulu nous inculquer pour nous diviser, parce qu'au-delà de tout, nous pouvons décider de vivre ensemble et de construire un meilleur Gabon. Merci. Oui, merci beaucoup Laurence pour cette brillante intervention riche. Je suppose que les réactions vont être nombreuses. Ce que l'on retient, Laurence, c'est la mobilisation, l'unité, le rassemblement, le maître mot que nous retenons de ton intervention. Alors, y a-t-il des questions rapidement? Il y a une question. Oui. Merci pour votre intervention. Ma première question est au niveau de mesurer le succès. Parce qu'en fait, le concept de démocratie, pour l'instant, moi j'ai l'impression qu'on le copie peut-être de l'Occident, ça c'est le premier commentaire. Est-ce qu'il est adapté à l'Afrique? Et puis, oui, c'est comment vous mesurez le succès? Parce que, par exemple, le Rwanda est un pays qui, où pour l'instant, on n'a pas vraiment de démocratie, mais qui progresse. Et pour moi, j'ai l'impression que pour vraiment parler de démocratie, il faudrait quand même, comme vous l'avez mentionné, il y a un pilier économique. Et j'ai l'impression que, par exemple, pour le Rwanda, on est en train de travailler ce pilier économique. Et à long terme,
peut-être qu'on pourra penser à une démocratie, parce que pour l'instant, ce serait très difficile pour des pays africains comment de vraiment penser à une démocratie sans avoir de force économique. Ça s'est passé en Europe aussi. Donc c'est vraiment la question, comment vous mesurez le succès de vos actions? Lorsqu'on dit que la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique, ça me fait un peu hérisser le poil. Parce que est calqué de l'Europe. Mais ça dépend. Quel est le modèle démocratique qui a été appliqué en Afrique? Il a été appliqué où et quand? Parce qu'avant la colonisation, nous avions des démocraties en Afrique. C'est quoi le concept même de démocratie? C'est le pouvoir au peuple par le peuple. Après, dans chaque pays, cette démocratie est adaptée. La démocratie française n'est pas la démocratie en Norvège. Mais aujourd'hui déjà, notre malheur, c'est que nous avons hérité de la France, et la France elle-même n'est pas une nation démocratique. Quand on classe les pays, quand on fait un indice, quand on classe les pays selon leur niveau de démocratie, le classement de 2018 a classé la France 27e. La France est la 27e démocratie au monde. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas en elle-même un exemple de démocratie, si on veut dire ça comme ça. Il y a des meilleures démocraties. Moi, quand je prends l'acception de démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple par le peuple, on met le peuple au centre de la gouvernance. On crée des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Je n'ai pas le temps de développer, mais ça existait déjà. Ça existait même dans chez les tribus Fan. Donc je connais mieux la tradition, ça existait. Il y avait des pouvoirs et des contre-pouvoirs. On n'a jamais eu des chefs qui étaient tout puissants et qui décidaient à la place de tout le monde. Ça n'a jamais existé chez nous. Il y avait un pouvoir, il y avait un contre-pouvoir, donc il y a toujours eu de la démocratie. Sauf qu'après la colonisation, on nous a imposé des dictatures. Et après 1990, on nous a fait croire que la démocratie était arrivée, mais ça n'a jamais été la démocratie. Donc ce que nous vivons depuis 1990 en Afrique, avant de dire que c'est une démocratie qui ne marche pas, mais ce n'est pas de la démocratie déjà. Il faut encore que ça ait été de la démocratie, mais ça ne l'est pas. Alors, le cas du Rwanda est parlant. Pourquoi ? Parce que je prends le cas du Rwanda dans mon livre d'abord, pourquoi j'accuse. Donc j'ai un peu regardé de près ce qui se passe au Rwanda. Après le génocide, ce que Kagame a décidé, et les femmes qui l'entouraient, parce que les hommes étaient tous morts, les gouvernements de Kagame après le génocide, c'était que des femmes. Alors, le Parlement rwandais, c'est le seul qui a 62% de femmes jusqu'aujourd'hui. Ils ont décidé que la priorité des investissements était sur le capital humain. Ils avaient décidé qu'ils n'allaient pas construire une route, un immeuble, tant qu'il y aurait un Rwandais dans la rue, tant qu'il y aurait une veuve qui n'aura pas été restaurée, tant qu'il y aura un enfant dehors. Ils ont décidé d'investir sur le capital humain, parce que le premier investissement dans un pays, ce sont d'abord ses citoyens. Et c'est pour ça que le Rwanda est là où il est aujourd'hui. Même si après, derrière, Kagame, oui, limite la liberté d'expression, n'autorise pas l'opposition, etc. Mais le Rwanda se développe parce que Kagame, dans sa dictature, dans sa dictature éclairée, met le bien-être du Rwandais au centre de ses préoccupations, au centre de son action politique. Et c'est ce qui fait que le Rwanda est là où il est aujourd'hui. Maintenant, vous demandez comment nous mesurons notre action. Notre action se